Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce lundi. Nous vivons les heures les plus difficiles depuis la Seconde Guerre mondiale, référence choisie aujourd'hui par Angela Merkel pour mobiliser son camp conservateur en faveur de l'Union européenne, propos tenus lors du congrès de la CDU. François Hollande enflamme la droite et la gauche désormais, des écolos à Jean-Luc Mélenchon, comparé après ses critiques à une sorte de Georges Marchais par Arnaud Montebourg. Deux invités exceptionnels dans le 19 h ce soir. Michel Rocard est avec nous, ancien Premier ministre, et puis également le cinéaste Mathieu Kassovitz. Son film sur l'assaut contre la grotte d'Ouvéa il y a 23 ans fait polémique, mais pose la question de l'ordre et de la morale en politique. Nous l'aborderons tout à l'heure. Pression toujours accrue sur la Syrie où la répression sanglante s'est poursuivie ce lundi. Exclusion de la Ligue arabe, extension des sanctions de l'Union européenne et aujourd'hui, appel solennel du roi Abdallah de Jordanie au départ de Bachar al-Assad. Julie Dingeloff. La pression s'accentue sur la Syrie. Le roi Abdallah II de Jordanie est le premier dirigeant arabe à exhorter Bachar al-Assad à quitter le pouvoir. Alain Juppé, en visite à Bruxelles, dénonce l'obsession sanguinaire du régime de Damas et espère toujours une résolution prochaine du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces nouvelles pressions internationales surviennent après la décision de la Ligue arabe samedi de suspendre la Syrie des instances à compter du 16 novembre. Cruelle ironie, alors que l'on compte 2 nouveaux morts dans le sud du pays, le ministre des Affaires étrangères syrien affirme que Damas se dirige vers une sortie de crise et confirme la thèse du complot international. Depuis mars dernier, l'ONU chiffre la répression syrienne à plus de 3500 morts. La mort d'un soldat français en Afghanistan aujourd'hui, un légionnaire du génie a été tué lors d'une opération dans la province de la Kapisa. 76 militaires français sont morts en Afghanistan depuis 10 ans. Pas de trêve pour les nouveaux gouvernements qui se mettent en place en Europe. À Athènes, Luka Papademos vient de tenir son premier discours de politique générale pour tenter de répondre aux angoisses de la population, mais également des créanciers du pays. La participation de la Grèce dans la zone euro est en jeu, a-t-il dit il y a quelques instants. À Rome, Mario Monti, surnommé parfois le cardinal, se donne jusqu'à demain pour former une équipe resserrée destinée là encore à restaurer la crédibilité du pays après la fin du berlusconisme. Nathalie Guilloire. Il défile un à un dans le bureau du président du Conseil italien. Mario Monti consulte pour former son futur gouvernement. C'est aujourd'hui le tour des petites formations politiques. Demain, il verra les grands partis, les syndicats et le patronat. 12 ministres, en majorité des technocrates, doivent être nommés. La liste sera présentée demain au chef de l'État, Giorgio Napolitano. Les défis de l'ancien commissaire européen sont colossaux. Sortir l'Italie de la profonde ornière de la crise de la dette. À sa nomination, le Premier ministre a provoqué une hausse de 2% à l'ouverture de la bourse de Milan. Mais le marché est redevenu nerveux après une émission italienne d'obligations de 3 milliards d'euros. Un succès relatif qui permet quand même à l'Italie d'emprunter à des taux plus resserrés, 6,29% sur 5 ans, un peu moins des taux records de l'ère Berlusconi. La presse salue un changement d'époque, une autre Italie, mais la rue reste prudente. Je ne suis pas optimiste pour l'avenir, mais Monti, c'est quelqu'un de nouveau. J'espère juste que ça va être mieux. Monti, c'est quelqu'un qui semble très fiable, donc oui, j'espère qu'il pourra faire des choses positives. Rien n'est donc joué. De nombreux chantiers sont à mettre en place au plus vite. Parmi eux, la réforme des régimes de retraite ou la mise en place d'un impôt sur la fortune. Il faudra aller vite pour répondre aux exigences de l'Union européenne et des marchés. Un sursis pour le programme européen d'aide aux démunis. L'Allemagne renonce finalement au blocage des fonds, quelques 500 millions d'euros annuels. Cela pendant 2 ans encore, jusqu'en 2013. Donc un soulagement pour les organisations caritatives comme les banques alimentaires. Parmi les nouveaux projets d'économie budgétaire en France figurent les arrêts maladie, la fraude et dans le collimateur du gouvernement, un décret devrait obliger à rembourser les indemnités injustifiées. Par ailleurs, un jour de carence est envisagé pour les fonctionnaires qui échappent jusqu'à présent à toute amputation de salaire. Explication de Margot Aubriot.
Trop nombreux et trop souvent injustifiés, les arrêts maladie sont sur la sellette. Particulièrement visés les fonctionnaires. Pour eux, le gouvernement prévoit une journée de carence, une journée non payée, avant de pouvoir faire valoir l'arrêt maladie du médecin et toucher ses indemnités. On essaye de maîtriser les dépenses. On ne réduit pas les dépenses, parce qu'on ne peut pas réduire les dépenses. On maîtrise les dépenses. Ce qu'on appelle la journée de carence, c'est que vous ne commencez à toucher les indemnités qu'au-delà d'un certain délai. C'est ce qui se passe pour tous les salariés d'ailleurs dans le système privé. Pour le moment, ce délai de carence ne s'applique en effet que dans le secteur privé. Il est aujourd'hui de 3 jours et pourrait passer à 4 jours. Beaucoup d'entreprises, les plus grosses, prennent en charge ces journées. L'objectif du gouvernement, limiter des arrêts de travail trop généreusement distribués. Le renforcement de la lutte contre les fraudes et la création d'amendes pour les fraudeurs est à l'étude. Des médecins trop laxistes, des assurés qui abusent, le projet du gouvernement fait bondir les professionnels de la santé. C'est une impression qui est basée sur aucun chiffre, aucune... qui a étudié en disant qu'il y avait un pourcentage d'arrêts injustifiés. C'est des arrêts de maladie, c'est pas des arrêts de travail, c'est des gens, on a en face de nous des malades. Demain, Nicolas Sarkozy sera à Bordeaux sur le thème de la lutte contre la fraude sociale. Il devrait y officialiser ces mesures. Les personnes handicapées connaissent un chômage 2 fois supérieur à la moyenne des Français. Le chiffre est rappelé à l'occasion de la semaine du handicap, censé rappeler les chefs d'entreprise à leurs obligations. Le reportage d'Alexandra Collineau lors d'une rencontre destinée justement à favoriser l'embauche. Les bureaux s'alignent à perte de vue, les CV s'entassent sur les murs. Pendant quelques heures, employeurs et demandeurs d'emploi font leur marché. Un peu l'anglais, est-ce que vous êtes capable par exemple de recevoir un appel? Seul détail, ici tous les candidats sont handicapés, alors que leur taux de chômage est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. L'opération baptisée Handicafé permet de favoriser l'accès aux entreprises. Apprendre à mettre en valeur la personne qu'on est, c'est ça qui est difficile, sans pour autant nier son fauteuil roulant. Les difficultés sont multiples, regard de l'employeur, aménagement des horaires, aménagement des locaux. Parce qu'il faut leur expliquer que, par exemple, moi dans mon cas, aménager le poste de travail, c'est pas forcément compliqué, il suffit d'enlever la chaise et voilà. Les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues d'embaucher 6% de personnes handicapées sous peine de sanctions financières. Seulement la moitié d'entre elles y arrivent. Très souvent en cause, le manque de formation. 80% des personnes handicapées ont un niveau inférieur au bac. Des candidatures, nous en recevons, on en reçoit même beaucoup. Mais après, effectivement, les profils ne sont pas forcément adaptés à nos besoins. Les chiffres restent cependant mauvais. En un an, le chômage chez les personnes handicapées a augmenté de près de 14%. C'est 3 fois la moyenne nationale. Jean-Claude Gaudin réclame aujourd'hui solennellement lors d'une conférence de presse la démission du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, accusant Jean-Noël Guérini de faire des Marseillais les otages d'une vendetta personnelle contre ses anciens amis socialistes. Le président des Bouches-du-Rhône, en effet contesté également sur sa gauche, a remis en cause dans une lettre ouverte le financement par le Conseil général de plusieurs projets locaux. Ça doit être la semaine du rebond pour François Hollande, affirme ses soutiens. Critiqué de toutes parts, le candidat socialiste a tour à tour été comparé ce week-end à un capitaine de pédalo par Jean-Luc Mélenchon et à Babar par Luc Châtel. La semaine sera également marquée par la fin de l'ultimatum lancé par les Verts, Aurélien Romano et Elisa Bertolomé. Rester en dehors de la mêlée et éviter les coups, c'est la stratégie adoptée par François Hollande après un week-end difficile. Attaqué de tous les côtés, le candidat socialiste reste silencieux et laisse à Benoît Hamon le soin de parer les coups. Alors le porte-parole du PS attaque et accuse Jean-Luc Mélenchon d'affaiblir l'unité de la gauche et de faire le jeu de la droite. Surtout, il insiste, François Hollande est au-dessus de l'agitation. François Hollande observe cette agitation avec le regard forcément intéressé d'un candidat qui ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe, mais aussi assez serein sur le fait qu'il sait aujourd'hui que ces solutions rencontrent l'adhésion des Français. Pas question non plus pour les lieutenants du candidat de bousculer son agenda. Le camp Hollande a une semaine importante en perspective. Le candidat doit trouver un accord avec les Verts tout en restant ferme sur les points de friction. Et surtout, dans quelques jours, l'équipe de campagne sera officiellement présentée. Des rendez-vous importants et attendus par les socialistes.
Je pense que dans son organigramme de campagne, il doit montrer l'esprit de rassemblement. J'espère qu'on arrivera à un accord avec nos amis écologistes et à la fois sur les perspectives d'élection, mais surtout sur le contenu programmatique. Si François Hollande a prévu de lancer sa campagne au mois de janvier, il occupe le terrain dès maintenant. Il effectuera un déplacement sur le handicap mercredi et sera samedi à Strasbourg pour parler de la pauvreté. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des partenaires européens et ainsi renforcer l'image du candidat sur les questions internationales. Toujours sous les projecteurs médiatiques et alors que sont relayées des rumeurs de séparation, de divorce même, DSK et Anne Sinclair ripostent ensemble aujourd'hui, menaçant d'aller en justice pour défendre leur vie privée. Un communiqué de leurs avocats dénonce le voyeurisme le plus détestable. Impliqué, on le sait, dans l'affaire du Carlton de Lille, l'ancien directeur général du FMI aurait évoqué sa maladie devant des proches, selon le journal du dimanche. Bonsoir Michel Rocard, merci d'être avec nous. Vous avez rappelé ce matin avoir été le premier à parler d'une maladie mentale. Et à l'époque, quel scandale vous aviez provoqué par vos propos? Peut-être, mais j'aimerais mieux voir d'autres choses ce soir. Je trouve qu'on devrait maintenant le laisser tranquille. Oui, alors, vous le plaignez par ailleurs. Bien sûr. Mathieu, c'est une souffrance. On va parler de cinéma et d'histoire contemporaine dans un instant, puisque Mathieu Kassovitz va nous rejoindre pour son film comme réalisateur et acteur, L'Ordre et la morale, qui raconte l'assaut par l'armée contre la grotte d'Ouvéa en 1988. C'était donc juste avant votre arrivée à Matignon. Un mot de politique quand même, Michel Rocard. Aujourd'hui, tout le monde semble tomber dessus, François Hollande. On l'a dit il y a un instant, de la droite, ce qui est normal, à la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Comment, selon vous, le candidat socialiste doit répliquer pour affirmer son autorité et sa capacité, puisqu'elle est mise en cause? Doit se taire. Toute la presse, vous tous, demandez à ce qu'on commence la campagne électorale. C'est rigolo, ça fait du bruit, ça fait vendre de l'espace, ça fait vendre du papier. Nous allons vers la 9e élection présidentielle au suffrage universel de la République française. Sur ces 9, toutes, sauf une, ont comporté une vraie surprise. Tantôt au premier tour, quelquefois même au second tour. Toutes ces vraies surprises sont des 6 dernières semaines. Tous les responsables d'instituts de sondage vous diront que plus de 2 mois avant le scrutin, ils collectent de la notoriété, ils collectent de la sensibilité à un événement, ils collectent un regard d'expert sur un acte réussi ou raté. Non, il faut parler, il ne faut pas se taire des quand même. intentions de vote. Ça veut dire que la campagne, ça dure 2 mois. Avant, ça ne sert à rien. Et nous savons tous que les sondages même ne disent que des choses fausses. Or, un candidat sous le projecteur des médias s'use, se fatigue. Je trouve qu'on rend à la démocratie un très mauvais service en voulant tout anticiper. La France elle-même n'est pas capable de supporter d'être constamment en élection présidentielle. Ça commencera en février, ça sera bien comme ça. Votre conseil à François Hollande, se taire. Se taise. Mais bien entendu, pourquoi répondre? Est-ce que vous demandez la même chose à Jean-Luc Mélenchon, là, après ces attaques assez sévères? Jean-Luc Mélenchon dit beaucoup de bêtises ces temps derniers et a décidé d'aller à une candidature qui peut favoriser la réélection de Nicolas Sarkozy. Ça le regarde. Ça, c'est sa volonté, vous en êtes persuadé. C'est son affaire. Mais je préfère ne pas commenter. Enfin, de toute façon, cette candidature-là est un dévoiement de procédure. Il n'a aucune chance d'être élu, il le sait. Donc il vient peut-être pour défendre 2 ou 3 idées, en tout cas pour faire parler de lui. Il n'est pas candidat à la présidentielle vraiment. Et donc c'est un détournement de procédure, c'est une tromperie des Français sur l'enjeu qui est en cause. Je trouve ça regrettable, mais j'ai pas envie d'en commenter. D'accord. Encore un mot. Est-ce que vous attendez de François Hollande qu'il dise non aux écologistes pour montrer qu'il s'est tranché? Vous qui êtes favorable au nucléaire, je le rappelle. J'attends de François Hollande qu'il décrive aux Français le très peu d'armes sûres, impavide et efficace que la France a pour résister à une crise effroyable dont Mme Merkel, c'est vous qui le disiez à l'instant, disait que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a rarement vu pire. Je suis très inquiet sur l'explosion possible d'une crise financière assez bientôt. Je suis convaincu que les conversations sur les rythmes de croissance du produit intérieur brut l'an prochain sont amusantes et sont non pertinentes, parce qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a de dur pour résister? Le nucléaire.
Je ne comprends même pas très bien nos amis écologistes, parce que tout de même, tous les chiffres sont connus. Il vient de sortir même une étude d'un institut suisse qui se spécialise dans l'étude de la dangerosité de l'énergie et qui mesure les dégâts du nucléaire, lesquels sont moindres que l'on croyait. Et que pousser à revenir vers le charbon, c'est pousser à ce que l'humanité perde beaucoup d'hommes, femmes moins, d'hommes dans les accidents. Alors, le sentiment qu'on peut aller vers le charbon, tant pis, les mineurs qui meurent sont tous les mineurs chinois, il va falloir faire de ça un crime contre l'humanité. C'est ce que... Bon, donc vous attendez que François Hollande dise non à l'ultimatum des écologistes? Je dis... D'un mot. Oui, mais je sais que François Hollande a besoin de donner aux Français des certitudes, des choses qui résistent quant à l'art que les possibilités que nous avons de résister à la difficulté de la situation. S'il ne le fait pas, c'est gravissime. Et s'il le fait, il convaincra les Français. On va parler de cinéma maintenant. Je pense que nos amis écolos sont dans une mauvaise phase avant de s'expliquer avec la réalité chiffrée. La réalité chiffrée, c'est qu'on ne peut pas revenir sur le charbon. On va parler de cinéma avec Mathieu Kassovitz qui va nous rejoindre. Vous aimez le cinéma d'action et le cinéma engagé, Michel Rocard? Quand il est bon. Quand il est bon, c'est le cas en l'espèce. Alors, comment il s'appelle, L'Ordre et la morale est un film magnifique. Très bien, on en film parle. Cruel, qui fait mal, mais magnifique. Quand le cinéma donc s'empare de l'histoire contemporaine, non sans difficulté, et fait retard d'ailleurs par rapport au cinéma américain, mais quel impact donc avant même sa sortie? Un récit, mais aussi une vision du réalisateur que nous accueillons et que nous présente Simon Barbary. 3 ans après l'assaut de la grotte d'Ouvéa, le regard cinématographique de Mathieu Kassovitz soulève de nouvelles polémiques. L'action du film L'Ordre et la morale se situe au mois de mai 1988, entre les 2 tours de l'élection présidentielle. En Nouvelle-Calédonie, une gendarmerie est attaquée par des indépendantistes kanaks. 3 gendarmes sont tués, une trentaine sont pris en otage et détenus dans la grotte d'Ouvéa. Des négociations s'engagent, mais une semaine plus tard, l'assaut est lancé par les militaires. Le bilan est lourd, 2 militaires tués et 19 indépendantistes, dont certains après la libération des otages. Le scénario de L'Ordre et la morale insiste sur les calculs politiques qui auraient motivé un usage précipité de la force au détriment de la médiation. Pour satisfaire sa majorité, le Premier ministre et candidat Jacques Chirac avait tout intérêt à privilégier la force avant le 2e tour de la présidentielle. Cette analyse est formellement réfutée par le ministre de l'Outre-mer de l'époque, Bernard Ponce. Il fait part de son indignation et pointe le manque d'objectivité du film. Pour lui, la médiation avait échoué et la survie des otages commandait un usage de la force rapide. Le général Vidal, en charge de l'assaut au moment des faits, enfonce le clou et déclare que même François Mitterrand avait la conviction d'un échec des négociations. Le film ne laisse en tout cas pas la classe politique indifférente. Le Parti socialiste était venu en nombre la semaine dernière à l'avant-première. Bonsoir Mathieu Kassovitz et merci d'être avec nous ce soir. À quel pourcentage évaluez-vous la véracité des faits tels que vous les racontez dans votre film? Je ne pense pas que ça se mesure en pourcentage. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un travail de journaliste très très détaillé, une véritable enquête sur 10 ans qui relève un petit peu l'ensemble des informations qu'on peut avoir sur le sujet. Vous racontez votre vérité ou une vérité? Parce que je le rappelle, il y a donc des critiques assez fortes, notamment auprès des politiques. On a rappelé Bernard Ponce, les militaires qui étaient aux manettes à l'époque. Mais qui n'ont pas vu le film. Enfin, concernant M. Ponce, il n'a pas vu le film, mais il le critique. En fait, on vous reproche donc de donner la part trop belle à votre personnage, en l'espèce, le commandant du GIGN, Philippe Le Gorgé. Oui, écoutez... En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas ma version. Ce n'est vraiment pas. On a fait très attention et c'était une des conditions sine qua non pour pouvoir faire le film, de ne pas faire sa version. Effectivement, on essaye d'être le plus objectif possible et donc le plus proche de la réalité. Et ça veut dire écouter les gens qui étaient sur place à l'époque, essayer de regrouper un petit peu toutes ces informations et remettre les pièces du puzzle. Michel Rocard. Je vais dire un mot là-dessus. Moi, je suis entré en fonction 6 jours après. Donc je n'étais pas en fonction à ce moment-là, je n'avais pas de rapport avec la Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai eu à traiter la fin. Oui. J'ai tout entendu, j'ai tout écouté. Et je n'ai aucun doute, le film est authentique. Je considère même comme très dommageable la décision prise par le pouvoir politique de l'époque, principalement Jacques Chirac, appuyé par le général Vidal, de faire un assaut contre cette grotte, sachant qu'il y avait 19 otages gendarmes français qui risquaient
d'écoper de Mais balles est-ce que perdues, sinon même d'être assassiné François par leur premier Mitterrand otage. a-t-il participé à cette décision? François Mitterrand lui-même a-t-il avalisé cette décision, Michel Rocard? C'est ce que dit. J'en ai beaucoup parlé avec lui. D'après ce que l'on sait, il a été très faussement informé. Les notes militaires qu'il a reçues disaient l'opération sans danger. Ce qui est un mensonge évident pour qui connaît les lieux, et que le film montre bien d'ailleurs, le danger était énorme. Non, non, c'est pas acceptable. Ah bon, alors j'ai une question très précise, Michel Rocard. Est-ce que vous étiez, avant d'avoir vu le film de Mathieu Kassovitz, tout à fait convaincu que l'assaut répondait à un calcul politique de Jacques Chirac en pleine campagne? Vous étiez déjà convaincu? Je suis convaincu de ça depuis le lendemain de cet assaut. Donc le calcul politique, c'était, face à François Mitterrand, de rallier... était fou de dangerosité, il mettait en cause la vie des otages. Oui. Mais le calcul et Dieu politique... merci, les humains là-dedans, ce sont les Kanaks, qui n'ont pas tué leurs otages, qui se sont laissés tuer un par un coup de mitraillette et de flingue, tout en respectant leurs otages. Pouvez-vous nous rappeler... C'est assez formidable. Et le calcul politique de Jacques Chirac, lequel était-il exactement? De rallier par la force les voix de l'extrême droite? Le calcul politique était simple, qu'une victoire contre des rebelles redorait son image de gagnant, d'homme énergique, d'homme qui sait décider. C'était tout, et il assumait le risque. Mais le risque était terrible. Et je considère pour ma part que ce n'est pas acceptable. En plus, j'ai quand même un souvenir énorme, c'est que 5 jours après... Nous avons, Jacques Chirac et moi-même, une conversation de l'ordre de 3/4 d'heure à 1 heure qu'on appelle institutionnellement la transmission de pouvoir. C'est un tête-à-tête entre le Premier ministre partant et le Premier ministre arrivant. Deux amis, nous nous connaissions bien, 1h15. Nous avons beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie. Je l'ai dit à Jacques lui-même, nous connaissions depuis nos études et nous étions de vieux partenaires. Un peu d'amitié ici ou là. Mais tout de même, il m'a raconté beaucoup de bêtises. Cette vision de la Nouvelle-Calédonie était folle. Et dès le lendemain, le soir même d'ailleurs, j'ai commencé à traiter le problème en faisant à peu près l'inverse de ce qu'il m'avait conseillé. Bien. Alors, Mathieu Kassovitz, est-ce qu'on peut attendre des politiques qu'ils concilient en toutes circonstances l'ordre et la morale? Ou est-ce que c'est faire preuve de naïveté? Non, bien sûr, vous savez... C'est impossible, c'est pas à moi de dire ça face à un homme politique aussi éminent que vous, Monsieur le Ministre, mais évidemment la politique est faite de coups de jarnac et Charles Pasqua le dit très bien, la politique ne se fait pas dans les ministères. Oui. Mais des coups de jarnac, ça arrive aussi à gauche comme à droite. Ah, c'est la politique, c'est la politique, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez... François Mitterrand a quand même signé cet ordre d'assaut. Même s'il a été mal informé, en tout cas, il l'a signé. Donc, c'est intéressant. Je regrette qu'il l'ait signé, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment une grande question. C'est dommage qu'il ne soit plus là pour pouvoir répondre, mais il l'a signé, quoi. Est-ce que le poids du Front National, à l'époque, déjà, a été déterminant dans ce calcul politique que vous imputez à Jacques Chirac? Le Front National faisait 18%, Jean-Marie Le Pen a fait 18%, c'était le 3e homme dans cette affaire. Jacques Chirac a déclaré officiellement qu'il ne ferait aucune alliance avec le Front National. Mais quand on voit cette façon de se comporter, et évidemment l'impact du Front National sur la Nouvelle-Calédonie, qui était énorme à l'époque, on peut se poser des questions. Oui. Et le Front National, 23 ans plus tard, est toujours aussi haut. Mathieu Kassovitz. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Michel Rocard. Dans ces enjeux de violence, le Front National disparaît. Il s'agit d'un chef d'État, d'un Premier ministre, de la droite française, de son rapport à l'armée à laquelle elle demande des tâches pour lesquelles elle n'est pas faite. C'est même à peu près inconstitutionnel. Oui. On n'en est pas au Front National près. Et le calcul de Jacques Chirac, il est directement de redorer le blason de son camp et de sa propre candidature à l'occasion d'une victoire militaire contre des rebelles. Point. Le Front National est un accident électoral qu'on trouvera après. Mais on n'est pas là au moment des commentaires. Mathieu Kassovitz, forcément ce film s'inscrit dans votre continuité d'artiste, de votre activité cinématographique, je pense à La haine. On retrouve finalement le même message que vous avez peut-être envie d'envoyer aux politiques. D'abord l'écoute. Écoutez, oui, l'écoute et puis le respect. Sans respect, vous n'aurez jamais la justice. Un mot
pour les difficultés que vous rencontrez pour présenter ce film en Nouvelle-Calédonie. Je vois que certains à l'UMP pointent le risque de raviver les tensions. Pourtant, je vous ai écouté, je vous ai lu. Vous avez œuvré dans un sens contraire pendant de longs mois. Vous savez, on a fait ce film et au-delà de faire un film, on était véritablement dans une démarche de réconciliation, de devoir de mémoire, où il fallait absolument faire attention que personne ne soit lésés et qu'on ne trompe pas les gens. Donc les Kanaks, les premiers, nous ont dit, nous assumons ce que nous avons fait, rétablissez la vérité. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Que vous avez trouvé peut-être des solutions pour présenter néanmoins ce film à son premier public. Le résultat est que la politique colonialiste continue malheureusement, et il y a aujourd'hui des gens qui sont encore capables de dire aux Kanaks qui ont fabriqué ce film à bout de bras pendant 10 ans, qui ont pris toutes les responsabilités, qu'en fait ils ne sont pas assez adultes pour pouvoir affronter leur propre histoire, et ça je trouve ça raciste, colonialiste. Ça n'est pas encore l'heure de l'apaisement. C'est l'heure de l'apaisement. Bien sûr, c'est l'heure de l'apaisement. Michel Rocard là-dessus. 10 ans après. C'est l'heure de l'apaisement. Et il y a quelques personnes qui ont besoin de continuer cette... On peut dire, si vous voulez, que l'apaisement n'est pas tout à fait général et qu'il y a des fanatiques des deux bords et partout et tout le temps. Mais ça fait 20 et quelques années, 25 ans maintenant, que la Nouvelle-Calédonie vit en paix. Il n'y a plus de morts violentes sur le terrain. Non, la Nouvelle-Calédonie, elle va mieux, et les deux communautés travaillent ensemble de plus en plus. C'est pour ça qu'il était essentiel d'avoir un objet qui permette à ces communautés de travailler, de discuter ensemble, parce que quand il y a autant de versions... Et de connaître l'histoire. Et de la connaître, oui. Il faut lever les tabous sur l'inconnu, dont on soupçonne toujours qu'il est gravissime. Une fois qu'il est connu, il est déjà moins menaçant. Bien sûr, puis comme on le dit dans le film, la vérité blesse, effectivement. Quand on vous apprend la vérité, on vous dit, oui, effectivement, on a fait ça, ça nous blesse, mais ça nous permet d'avancer et ne rien dire. Le mensonge par omission peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Il y a des échéances électorales très proches, à nouveau. C'est toujours le même processus, d'ailleurs, Michel Rocard. Est-ce que vous pensez qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie aille vers son indépendance ? Lionel Jospin m'avait convié à faire le discours de présentation de l'accord suivant, celui de Nouméa, dans lequel j'ai dit la phrase que je vous répète, je m'excuse, nous nous amusons à poser un problème insoluble aux constitutionnalistes. Lorsque, dans peu d'années, j'espère, la Nouvelle-Calédonie demandera son adhésion aux Nations Unies, la question sera de savoir si elle est indépendante. Elle n'a jamais demandé à avoir sa monnaie. Donc elle n'est pas monétairement indépendante. Nous non plus d'ailleurs, puisqu'on a abandonné le franc. La Nouvelle-Calédonie n'a non plus jamais demandé sa défense nationale. Pour la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que ça veut dire la défense nationale? Il n'y a qu'une île, il n'y a pas de voisins, et les problèmes internes sont des problèmes de police. La défense nationale, c'est la protection d'une zone de pêche, de 2 ou 3 millions de kilomètres carrés autour, où les grands braconniers coréens, japonais et quelques autres font de la pêche à la baleine fausse. Donc, il n'y aura pas de marine néo-calédonienne, de la pêche illégitime. C'est la tâche de l'armée française, et probablement une Nouvelle-Calédonie indépendante passera contrat pour que la défense nationale soit gérée. On revient à l'armée. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a plus de nation qui soit vraiment indépendante. Et pour les affaires intérieures, la Nouvelle-Calédonie a déjà pratiquement la totalité de son indépendance. Ne l'oubliez pas. On continue les transferts. Chaque année, un nouveau secteur. Et en ce moment, c'est le secteur de l'enseignement qui est en voie de transmission. Dans peu d'années, la Nouvelle-Calédonie aura toutes les attributions internes de son indépendance. D'accord. Un mot, Mathieu Kassovitz. Là, il y a beaucoup de films français qui connaissent le succès, qui sont animés par les valeurs de générosité, de solidarité. Je pense aux films intouchables. Des films, dit-on, qui donnent de l'élan. C'est aussi votre objectif? Je l'espère, oui, bien sûr. Voilà, sortie mercredi en salle. Merci de votre visite. Merci beaucoup, Michel Rocard. C'est la fin de cette édition. À 22 h, Sonia Mabrouk sera aux commandes du journal. Et tout de suite, sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir. On a vécu une belle histoire d'amour qui a mal tourné.
En France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Un fléau inacceptable qui touche tous les milieux sociaux. Quels sont les dispositifs mis en place pour enrayer le phénomène? Si la justice entendait les gens en détresse, je pense qu'on arriverait à gérer certaines situations graves. Violence conjugale, un documentaire de Laetitia Moreau, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.